Chez Sismic Culture d'Impact, l'entrepreneuriat est au cœur de notre ADN. Chaque jour, on accompagne des organisations dans leurs défis humains et leur désir de faire de leur entreprise une véritable destination. S'engager auprès de la relève entrepreneuriale au Québec est important pour nous. C'est donc avec grand plaisir qu'on soutient le projet de Chloé et Camille et qu'on vous souhaite un bon épisode sur 3624, le podcast. Bienvenue sur 3624, le podcast. Cette semaine, on reçoit Christian Belleau, qui est fondateur et président de Belleau, bâtisseur de patrimoine, anciennement connu sous le nom de Construction Christian Belleau. On a parlé aujourd'hui de justement le changement du nom de l'entreprise et de pourquoi ce changement de cap. C'est vraiment intéressant de parler de mission, vision, valeur de l'entreprise qui ont beaucoup changé au travers du parcours de Christian. Sinon, on a discuté RH un petit peu vers la fin du plan nature à Sherbrooke. On a parlé d'envie d'affaires. Ouais, on a touché à plein d'affaires. Oui. Moi, j'allais à gauche, à droite dans ma tête. J'avais plein de questions pour Christian, mais c'était super intéressant de découvrir l'entrepreneur derrière une entreprise qui est quand même très connue en Estrie. On va pas se le cacher. Là, si vous connaissez pas Christian Belleau puis que vous habitez en Estrie, bien, encore une fois, je me questionne. Non, c'est ça. Oups. Fait que, bref, on vous en dit pas plus. Là. Vous allez découvrir Christian, mais on a vraiment adoré. C'est une belle personne, tellement gentille. Puis on est super reconnaissante, encore une fois, comme toujours, de sa visite. Donc, merci, Christian, si tu écoutes ce podcast. Et sinon, ben, on vous souhaite un bon épisode. Bonne écoute. Christian Belleau, bienvenue sur 3624, le podcast. Tu es le président et fondateur de Belleau, bâtisseur de patrimoine, anciennement connu sous le nom de Construction Christian Belleau, une entreprise spécialisée en construction résidentielle à Sherbrooke depuis plus d'une décennie quand même. Puis vous bâtissez des centaines de maisons par année. Vous avez un chiffre d'affaires de plus de 50 millions. Merci d'être ici aujourd'hui. Est-ce que tu as fait la route pour venir nous voir? Absolument. Absolument, descendu de Sherbrooke, génial. Merci beaucoup. On aimerait retourner un peu dans le passé. Comment es-tu entré dans ce domaine, premièrement? Mon père était dans la construction, plus à Aqueduc et Égout, donc il faisait des routes. Puis, ils se sont lancés aussi dans le commercial. Fait que je suis allé à l'école. Moi, je suis de Victoriaville, en fait. Je suis natif de là. Je suis venu étudier au cégep de Sherbrooke en génie civil. Donc, ça m'a amené à aller faire l'estimation chez l'entreprise familiale qui était celle de mon père. C'est un peu comme ça que je suis arrivé ici en Estrie. J'ai commencé à travailler dans le domaine de la construction. Puis, mon père a vendu ses parts. Puis finalement, à un moment donné, l'entreprise a fermé. Bon, ça s'est dissolu. Puis je suis tombé comme ça là, sur le marché du travail. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais, tu sais, exactement, avec l'étude que j'avais. Puis, j'avais pas nécessairement le goût de devenir un entrepreneur. C'était pas dans mes plans. C'est ça, on se demandait, t'as-tu toujours voulu être un entrepreneur? Non, c'est concours de circonstances. Je voulais me bâtir une maison. Puis, le vendeur de terrain, le promoteur, il m'a dit pourquoi tu t'achèterais pas un terrain pour faire un jumelé à côté? Puis là, je dis OK, je veux la maison, je suis capable de faire ça. Fait que je l'ai fait. J'ai acheté le terrain de la maison, le terrain du jumelé. Puis, par le temps que je construisais, j'ai déjà vendu le jumelé. Puis là, là, c'est le fun parce que j'ai vendu les deux côtés, ça me rapporte de l'argent. Puis là, je me dis comment je gagnais avant en tant qu'employé, puis comment je gagne maintenant avec la vente du jumelé. Je faisais le même salaire en ayant comme travaillé 2 mois. C'est ça. Fait que là, je suis devenu un entrepreneur comme ça, directement. Oh, wow, c'est dans mes tu fait comme toutes les études puis tout ça là, à la CHL ou ces affaires-là? Non, t'as peu. Quand tu étudies en technologie du génie civil, tu connais la construction d'un bar à l'eau. OK. Donc, j'avais aussi l'administration là-dedans, j'avais les cours de construction naturellement. J'avais tout ce qu'il fallait pour passer les licences. Fait que je suis allé passer mes licences comme ça, là, sur le fly, puis j'ai réussi mes... Ça a bien été, là. Oh my God, puis depuis, tu as commencé, est-ce que c'était toi avec une toute petite équipe ou t'engageais des gens dès le début? Quand j'ai commencé, comme je voulais pas être nécessairement à la base un entrepreneur, comme j'avais pas choisi ça, j'ai fait comme si j'étais le one-man show, si tu veux. Tu sais, je faisais tout. Je me levais à 4 heures le matin, je faisais les factures, la comptabilité, j'allais travailler sur les chantiers le jour. Le soir, je rencontrais des clients. Puis après ça, le soir, je refaisais un peu de costing, puis tout ça. Fait que j'ai fait, là, vraiment pendant plusieurs années, toute seule, tu sais, avec moi-même, puis à me dépasser, puis à travailler fort, là, comme ça. Ah ouais, wow, puis... C'est plus tard, à un moment donné, que ça grandit vite, hein, quand même. Première année, 10 maisons. La deuxième année, 35. Troisième année, 95. Et quand même. Donc, au fil du temps, sans dire, hey, écoute, je vais avoir une entreprise,
il y avait, je me souviens de Karine, la femme de ménage. Je dis, hey, écoute, t'es bonne, toi, à chaque fois, tu me mets des tapes, puis tu me dis, on devrait corriger ça, on devrait corriger ça. Puis là, j'ai dit, t'aimerais-tu ça être contremaître? Ouais. Fait que, tu sais, Karine est devenue contremaître chez Construction Christian Bello. Fait que j'ai fait ma business comme ça, moi, sans trop me demander comment structurer ça puis organiser ça. Ça a été plus tard que j'ai fait ça. OK, C'est quand que c'est arrivé? Ouais. C'est arrivé par 2 ou 3 moments, mettons 4-5 ans plus tard. J'ai commencé à engager plus, réceptionniste, ensuite de ça, directrice administration. Pas plus que ça, tu sais, on fonctionnait minimalement, puis ça a fonctionné de même là, pendant plusieurs années. Bon, on s'entend, j'ai engagé des contremaîtres, on engageait des menuisiers, des choses comme ça, mais en tant que structure d'entreprise, ça a été beaucoup plus tard. Donc, je commence à le faire depuis peut-être 3-4 ans, mettons. OK, quand même. Structuré comme une entreprise, tu sais, où éventuellement j'aurais pu tout ce chapeau dans tous les postes, là, tu sais. Oui, mais justement, là, j'embarque vite là-dessus, mais ça s'appelait Construction Christian Bello. Maintenant, c'est Bello, bâtisseur de patrimoine. Est-ce que, tu sais, pourquoi vous avez fait ce changement-là? Puis est-ce que ça a un petit peu un lien avec, dans le futur, peut-être prendre un pas de recul ou... C'est une grande histoire. Dans le fond... je suis allé à l'école d'entrepreneurship, je suis actuellement là. Puis, cette école-là m'apprend à me connaître moi-même. Puis, dans ça, j'essaie de trouver une flamme différente que d'être un entrepreneur en construction. Donc, s'il y a quelque chose qui me parle, il y a un ADN qui me dit que je veux faire quelque chose de plus grand que ça, tu sais, que je veux faire quelque chose qui me dépasse un peu moi-même. À tous les jours, moi, j'aime ça faire ça. Fait que, à l'intérieur de ça, je voulais bâtir mon patrimoine familial à moi. Puis je me suis rendu compte que j'avais une super belle force d'entreprise. C'est que si je bâtis mon patrimoine à moi, je bâtis celui de mes clients aussi. Parce que ce qu'on vend, c'est des maisons. Puis souvent, les gens, pas souvent, mais tout le temps, les gens vont acheter une maison. Ils vont la garder quelques années, ils vont la revendre avec une plus-value. Puis ce que ça va faire, ça fait qu'ils bâtissent eux autres aussi le patrimoine. Fait que ça me parle beaucoup. Puis moi, j'ai besoin de choses qui viennent me chercher là, dans le fond de mes tripes, tu sais. J'ai besoin de raconter une belle histoire. Puis cette histoire-là, moi, elle me parle depuis longtemps. C'est ça qui me tient à tous les jours à être un entrepreneur. Parce que ce que je fais, ça me passionne, tu sais, ça me fait vibrer au bout. Là, tu sais. Oh wow, puis ça, fait que t'es venu à développer ça avec les choses que t'apprenais à l'école d'entrepreneurship de Beauce, puis t'as décidé de prendre ce virage-là. Ça s'est fait comment? Comme est-ce que... Ça s'est fait comment? Ça s'est fait en écoutant, premièrement des choses, son cœur. Oui, mon Dieu. Puis à un moment donné, c'est dans la business, tu sais, ça roule vite, puis tu construis. J'ai appelé ça un peu être au radar, tu sais. Pendant 18 ans, en fait, sans se cacher, j'ai fait ce que je pouvais avec mes capacités. Puis à un moment donné, tu t'écoutes, tu te dis, c'est quoi je veux faire? Je cours après quoi exactement, tu sais? Oui. Fait que je cours après ça. Moi, la famille, pour moi, c'est vraiment important. Mon père et ma mère, ils ont tout le temps bien s'occuper de nous. Puis ce que je souhaite, c'est que donner autant que ça à toute ma famille. Puis ce qui me fait triper, c'est de génération en génération. Tu sais, ce qu'on peut apporter à nos enfants, eux vont l'apporter à leurs enfants. Puis ainsi de suite. Puis je voulais bâtir quelque chose de solide puis de familial. Donc, j'appelle le patrimoine familial. En fait, je travaille que pour ça, sans m'en rendre compte. Tu sais, au début, je pensais que, c'est sûr, j'aime la passion des maisons, j'aime ça quand c'est bien fait, j'aime le client, j'aime tout ça, tu sais. Mais ce qui m'anime, qui est dans le fond de moi-même, là, tu sais, c'est de bâtir quelque chose de grandiose, tu sais, de fort, de puissant, de solide. Ça vient amener toutes sortes de choses. Ça va amener la sécurité. Puis c'est peut-être ce que je recherche, tu sais, à l'intérieur de ça. Puis c'est peut-être ce qu'on offre aussi à nos clients, tu sais. Viens acheter une maison chez nous, puis on va t'offrir la sécurité, tu sais. T'as un bon pari de venir chez nous, puis on peut garantir, puis on peut offrir ces paramètres de ce guide-là, si tu veux, à nos clients. Mais ça prend quand même du temps de recul pour penser à tout ça. Comment t'as fait là, pour dire, OK, là, il faut que je freine pour savoir pourquoi je cours après ma vie de même, là? Parce que souvent, tu sais, tu l'as dit, là, c'était en toi déjà, mais là, il fallait que tu découvres c'était quoi, là, qui était là. Je sais pas si tu comprends ma question un peu. Y a-tu un événement marquant qui a fait, OK, le stop, là? Genre... Ouais. OK. Non, mais c'est parce que des fois, il y a comme un moment clé dans une vie où tu fais, hey, pourquoi je fais ça, là? T'sais. Mettons, novembre 2021. OK. Je rentre au bureau, puis ça me tente moins. J'y vais de reculons, puis je me dis, voyons, qu'est-ce qui se passe ici, tu sais.
Puis là, je sentais que ma présence était plus pareille comme avant. Tu sais, l'entreprise grandit. Je suis peut-être en train de me faire, pas de dépasser, mais proche. Tu sais, tu te dis, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Là, j'étudie quoi? Là? Je vais aller faire un MBA parce que je suis peut-être pas assez bon, puis j'ai peut-être pas étudié dans ce qu'il faut. Puis là, je savais plus comment gérer les individus nécessairement. Fait que là, tu cours, puis finalement, tu travailles dans ton entreprise au lieu de travailler sur l'entreprise. Fait que là, à un moment donné, il y a un gars qui vient me rencontrer, puis il me dit, moi, l'école de Beauce, ça a changé ma vie. Parfait. Écoute, ça fait 7 ans que mon ami Dan m'en parle, mais je l'écoutais pas. Fait que c'est quoi le moment déclencheur? Tu t'en vas là, puis là, c'est du temps pour toi. Là, il faut que tu réfléchisses pendant 5 jours, puis il y a des situations particulières qui t'amènent à réfléchir. Puis là, ben là, tu te dis, OK, je vais trop vite, là, tu sais, il faut que je ralentisse pour mieux apprivoiser mon futur, autrement dit. Fait que ça m'a vraiment apporté quelque chose de différent, où j'ai commencé à pouvoir me connaître moi-même, puis à connaître les autres. Savoir ce que je suis embarqué dans quoi, moi, finalement. Tu sais, parce que quand tu vas être un entrepreneur, là, il y a une affaire que tu n'as pas vue. C'est le livre le livre d'instruction, il n'existe pas. Fait que tu recules du gars qui me dit, tu veux-tu acheter un terrain? Puis tu vas faire un jumelé. Oui, je vais faire ça. Puis là, c'est parti, là. J'ai appelé ça, moi, comme un cheval qui n'a pas ses œillères, mais qui part à courir, là, puis tu sais, il est plus capable d'arrêter. Victime de ton succès. Tu sais, ça allait super bien. Fait que là, j'ai beau, je chiale pas là-dessus. Mais non, on est content. On est content, sauf qu'à un moment donné, tu prends ce temps d'arrêt-là, puis tu essaies de trouver ta raison d'être à toi, tu sais. Pourquoi je fais ça? Exactement. Tu sais, on en parlait tantôt, puis voyons, c'était quoi le terme qu'on utilisait? Le purpose. Le purpose. Oh mon Dieu, faux. Je me ferai un coach clos, ça va bien aller. Le purpose, parce qu'on est on reçoit un invité en anglais, fait qu'on travaille sur les skills à CAM. Mais c'est ça, on parlait de son purpose, puis c'est vrai justement que quand tu te fais comme un peu lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat sans nécessairement savoir que c'est ça que tu veux, ben à un moment donné, c'est certain que t'es comme, c'est quoi mon purpose, tu sais, pourquoi moi je fais ça, puis justement, j'imagine que l'école t'a apporté ça, l'école de l'entrepreneuriat de Beauce, puis c'est pour ça que tu as fait la transformation, le virage vers le patrimoine. Ouais, ben j'ai besoin de quelque chose de fort. J'ai besoin de me rallier à quelque chose qui me parle. Puis ça me parlait énormément. Travailler quelque chose de fondamental. Puis au final de ça, ce qu'on veut, c'est de faire une différence profonde dans la communauté. Je veux que les gens viennent chez nous. Par exemple, on est déjà rendu là. Il y a 18 ans, un monsieur et une madame sont venus acheter leur maison, puis ça fait 18 ans, ils ont acheté la 2e puis la 3e. Puis là, leurs enfants arrivent, puis ils disent, écoute, va chez Construction Christian Bello. Maintenant, bâtisseur de patrimoine. Pourquoi ça? Ça m'anime vraiment, parce que c'est la confiance. Si on est capable là, de se dire, OK, on fait quelque chose de bien. Parce que les gens ils nous réfèrent, puis ils disent, moi, j'ai parcouru mon parcours chez eux. J'ai fait 3, puis 4, puis 5 maisons. J'ai fait des investissements. Ça, c'est quelque chose qui pour moi, est différent, que j'avais jamais vu auparavant. Moi, je veux prendre les gens, bon, dès le jeune âge, par exemple, quelqu'un qui arrive à l'école, il faut qu'il prenne un appartement. On est là, Vélo, bâtisseur de patrimoine. On commence à connaître la relation avec le client tout de suite. Puis, s'il nous aime, ben on sait que déjà, il va acheter une maison plus tard. Puis là, ben souvent, quand tu sors de l'école, tu prends la maison la moins chère, tu vas dire comme ça, pour te le permettre. Puis là, tu vas faire ton petit bout de chemin, puis à un moment donné, tu vas avoir des enfants. La deuxième maison, tu vas dire, qu'est-ce que je fais? Bien, théoriquement, si t'es bien servi, si c'est un projet, si c'est un plan, ben tu vas dire, je vais acheter ma 2e maison. Et là, tu vas déjà réaliser un petit profit que tu vas pouvoir réinvestir pour une plus grande, un petit peu, parce que tu vas avec les enfants. Puis plus tard, ben tu vas dire, écoute, chérie, j'aimerais ça, là, la même affaire, mais un petit peu plus de luxe, un petit peu plus gros, un petit peu plus chic, parce que là, on est rendu des professionnels, on travaille. Puis là, ben, on refait un petit profit, on remet une maison un petit peu plus grande. Et ainsi de suite, là, avec peut-être des investissements, des chalets, des flips de maison, tu sais, pour se monter. Le patrimoine familial, en fait, c'est ce qu'on va. Oui, je trouve ça vraiment beau de voir que vous avez, ben là, tu sembles dire que ça a été un long processus, mais qu'à ce jour, vos valeurs semblent être bien définies. Puis je pense que quand une entreprise a bien défini ses valeurs,
tout fait plus de sens parce que tu sais où est-ce que tu t'en vas, tu sais comment tu veux servir tes clients, comment tu veux faire vivre l'expérience de tes employés, ceux qui t'accompagnent à bâtir tout ça. Fait que je pense que c'est vraiment un plus-value puis c'est vraiment cool. Mais là, si on retourne un peu dans justement en termes de la construction en tant que telle, justement, vous êtes combien d'employés? On est 45 pour l'instant. 45. 45 quand même avec un chiffre d'affaires de 50 millions, c'est pas rien. Je sais que tu es très humble et tout, mais c'est assez impressionnant. Comment vous arrivez à tout coordonner dans une année pour atteindre vos objectifs? Parce qu'il y avait 45 employés, tu sais, sont tous sur des chantiers différents? J'imagine que oui. Ça prend combien de personnes pour monter une maison? Tu sais, comment ça marche? On fait des meetings. Constamment. Mais la planification. Tu sais, nous, on fait pas un chantier, 2 chantiers, 5 chantiers par année. Tu sais, on peut en faire 125, 150. Donc, c'est tous des micro-projets, des micro-chantiers avec plusieurs contremaîtres, plusieurs équipes. Comment on fait? Ben, c'est sûr que nous, on a un boss chez nous. C'est la cédule. C'est pas moi, ni personne d'autre. C'est qui la cédule? La cédule, c'est un document qu'on va se dire, OK, voici les étapes qu'on a à faire. Donc, il faut les déterminer. Tu sais, ça part de l'acquisition du terrain. Puis après ça, la réalisation des plans. Le client doit faire ses choix. Puis tout ça, c'est détaillé dans une cédule. Puis après ça, on va le nommer jusqu'à la fin de toutes les étapes précises. Puis ensuite de ça, on s'en tient à ça. Fait que là, chacun peut avoir des postes attitrés. C'est bon, telle étape, c'est le contremaître de chantier. Son nom, c'est Sylvain, par exemple, qui va s'occuper de ça. Puis là, ça sonne dans son téléphone. Tu sais, c'est vraiment comme... Il n'y a rien qui est aléatoire. On gère pas ça sur le matin, tu sais. Bon, matin, qu'est-ce qu'on fait dans le chantier? On lui donne un coup de pouce. Duplex. Let's go! C'est tout défini. Puis, naturellement, tu sais, nous, on est passé dans les dernières années de 6 employés à 15, à 20, à 22, à 24, à 45. Puis là, ben, si ça continue, on va se retrouver 70. Ouais, fait que pour nous, c'est tout nouveau, ça. C'est de là, pour moi, tu sais, que je disais tantôt, à un moment donné, tu te dis, OK, comment je gère tous ces cœurs-là, finalement? Tu l'as dit tantôt, Chloé. Nomme ta mission, nomme ta vision, nomme tes valeurs. C'est par là qu'on s'en va. Mission, vision, valeur. Ouais. Exactement. On en parle souvent. On en parle souvent. Ben oui, parce que les gens veulent savoir où est-ce qu'on s'en va. Tu sais. C'est ça. Tout le monde veut participer au grand rêve, mais c'est quoi le rêve? Ouais. Tu sais. Fait que si t'es pas capable de nommer ça, puis tu sais, moi, ça fait déjà 1 an et demi que je travaille ça, c'est comme pas tout à fait encore réglé officiellement. Fait que là, tu sais, on voit nos fameuses images de bâtisseurs de patrimoine avec des textes, pas de texte en haut, pas en bas. Tu sais, on est en train de le rêver. Puis pour ça, ben c'est très difficile quand chacun veut apporter sa culture à lui, tu sais. C'est quoi la nôtre? Puis les gens, il faut qu'ils adhèrent à la nôtre. Puis on espère qu'elle est assez bien pour que les gens veulent venir chez nous. Mais nous, tu sais, la qualité, le bonheur dans tout ça, c'est important. On parle des grands enjeux, mais tu sais, pour le client, là, le détail là, tu sais, là, de sa maison, pour moi, ça, c'est extrêmement important. T'as beau faire le plus beau chantier, le plus grand chantier au monde, mais s'il y a un petit détail qui déplaît le client, bien ça me tient toujours à cœur. Même si dans l'échelle, je suis plus avec le client, je voudrais donc bien être là. Fait que comment établir ça, ces étapes-là, pour que ça se fasse? Ça prend un plan. Non, c'est vraiment... Suis les étapes. C'est sûr, mais t'as pas le choix parce que t'arriverais pas à accomplir tout ça. Maintenant, vous bâtissez à peu près combien de maisons par année? 125 en moyenne. 125 quand même, puis... Ça fonctionne comment? Mettons, là, on est en 2023. Est-ce que j'imagine que 2024 est déjà planifié, puis vous êtes rendu à 2025, c'est pas 2026, genre? Non, pas tant que ça. Non, on aimerait ça. Moi, je suis on est rendu loin. Mais on dirait que les délais de construction, on a tellement entendu parler que c'était long, que c'était intense. Mais c'est les ça, comment ça ont changé. C'est comment, je sais, c'est comme vague comme question, mais en même temps, non. Là, j'imagine comment ça fonctionne. Là, on est en 2023 ou 2024. C'est-tu planifié ou vous finissez les chantiers de 2023 avant de passer à autre chose? Ben nous, on fait deux volets en même temps. OK. Le volet, c'est avoir des stocks. Pour si quelqu'un arrive d'un transfert, malheureusement, une séparation ou un imprévu, une vente de maison rapide, on a toujours des maisons en stock que les gens peuvent prendre possession dans les 30 jours, par exemple. OK. Vous en avez combien de ça? Dans le fond, vous supportez comme... Une quinzaine de maisons. OK. On essaie d'avoir un peu tous les modèles dans des sites différents pour répondre à un besoin rapide. OK. Ça, c'est ce qu'on aime le moins faire parce que, dans le fond, il faut supporter la maison, ça coûte des frais. Ben oui. Donc, ce qu'on aime le plus, c'est de faire de la prévente. Donc là, les gens arrivent, puis ils peuvent choisir le site, le terrain, un bois en arrière, pas de bois, quelle grandeur qu'ils veulent, quel prix ils veulent payer, mais surtout, participer aux couleurs, au choix des armoires, mettre le couleur à eux, tu sais, finalement. Ouais. Puis s'ils veulent tasser un petit peu la fenêtre, puis des choses comme ça, ça, on peut le faire. Ça, c'est notre style préféré.
Ça prend peut-être une démarche de 4 à 5 mois. Puis là, Ça, c'est long quand même. Ben 4 à 5 mois jusqu'à temps qu'elle soit construite. Ouais. C'est vraiment pas long, là. Un mois pour faire la démarche, Ouais, c'est aller à la ça. banque, aller faire les plans, tout Ouais. ça. Puis 4 mois de construction. Oui. Puis, des fois, quand c'est plus long, un petit peu des choses qui sont plus longues, puis ça peut aller à Ben 6 oui, mois. c'est ça, c'est clairement, là. Puis là, ben, pour l'instant, c'est fini un peu le moment où tu sais, Ouais. on n'a plus le temps de faire parce que c'est la COVID, puis parce que on est revenu au marché normal. Ouais. Et moi, ça m'amène à une question, mais je sais pas si tu as le droit de répondre, là, parce que je sais qu'il y a des gros enjeux à Sherbrooke par rapport au chantier, au nouveau quartier, le plan nature, de la nouvelle mairesse, puis tout ça. Est-ce que t'es pogné là-dedans? Absolument. C'est sûr, non, mais c'est comme... Tu sais, ça en parle beaucoup dans l'actualité, tout ça. Je l'ai pas lu encore, le plan, mais je sais que ça freine énormément de chantiers. Je pense que Sherbrooke a eu une diminution de 70% de ses chantiers en 2023. Je me trompe-tu ou c'est vraiment ça? C'est vraiment ça. C'est vraiment ça, hein? Ben, je m'aventure. Oui, c'est ça. Ouais, mais c'est ça, c'est quoi? Parlez-moi de ça, je suis pas au courant. Ben, en fait, c'est un game changer pour nous, tu sais. Je veux dire, le plan nature, c'est la ville Ouais. qui nomme un règlement qui veut garder 45% du territoire vert, si tu veux. Ouais. Puis dans ça, 45%, c'est dans l'ensemble. Puis là, il y a des zones qui seront plus développables du tout. Ouais. Puis il y a des zones qui vont l'être. Puis en fait, puis il y a un moratoire pour 2 ans pour digérer tout ça. Fait que tous les nouveaux projets, toutes les nouvelles rues, les nouveaux terrains, les nouveaux agrandissements qu'on veut faire, c'est ralenti, c'est bloqué. C'est ça. Fait que pour moi, j'attends des rues. S'ils n'ont pas été approuvés avant le 6 juin, ben, ils ne pourront pas se faire. Fait que 6 juillet ou juin? Juin. OK. Fait que là, On est c'est passé. fait. Là. Ouais, On est c'est passé. fait. Là. Fait que tous les Ouais. gens, ils savent s'ils peuvent faire le développement ou pas. Bon, première chose qu'on est capable de faire, c'est de chialer. Ouais. On est capable de dire, bah, ça marche pas, tout ça. Non. Mais on essaie de voir le côté de ça. Tu sais, qu'est-ce qui peut, pourquoi la ville fait ça, puis comment nous, on peut réagir à tout ça. Fait que là, on est plus dans cette, de notre côté, là, Ouais. de voir comment on peut aider la situation, puis voir comment est-ce qu'on... Parce que c'est facile, chialer, là, tu sais. Ben oui, 100%, là. Bon, ben, si la ville fait ça, il nous apporte un petit peu vers la haute densification. Donc, il faut changer un petit peu notre façon de faire. Au lieu de faire des rues, de jumeler, peut-être qu'il faudra aller se concentrer un petit peu plus dans la ville. Aller faire des développements en hauteur. C'est ce qu'un peu les villes veulent. OK. Pour réduire les frais, les coûts de remplacement d'aqueducs, de tuyaux, des choses comme ça. C'est ce qu'ils nous expliquent, puis ça fait du sens. Ben oui. À cette heure, comment on va réagir à tout ça? Ben, je pense qu'il faut prendre le temps. Il faut regarder. C'est sûr que ça va vouloir faire monter le prix des maisons, encore une fois, parce que la rareté fait que, les dernières rues qui restent, les derniers terrains qui restent, ça va faire C'est les derniers. C'est les derniers, puis, ou en tout cas... Pour 2 ans. Pour 2 ans, puis après ça sera quoi? Mais tu sais, fait que là, pour l'instant... on se dit, OK, on a des terrains, on est capable de bâtir, les valeurs vont monter un petit peu parce qu'il n'y en a plus. Fait que c'est ça un petit peu le plan nature, tu sais, c'est de protéger comme les milieux humides, puis s'assurer d'avoir un beau futur. Ouais. Fait que tout simplement, au lieu de s'objecter, on essaie de comprendre, oui. puis on essaie de trouver des solutions. Qu'est-ce que ça va faire long terme? Ben, tu sais, ça va-tu faire que la ville va devenir une ville en hauteur? Tu sais, je veux dire, ça fait-tu peur un peu? Tu sais, moi, je suis venu à Montréal aujourd'hui. Ça, c'est de la hauteur. Puis là, tu te dis... C'est ça. tu sais, Si t'en on veux veut- de la hauteur, là, c'est pas ça qu'on veut en Estrie. Tu sais, Ouais, ce ben qu'on oui. voudrait, c'est bien plus, c'est la nature, c'est la beauté. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est une autre étape. C'est comme Mais il faut c'est comprendre. vraiment dur parce qu'il y a 2 côtés à ça, parce que nos milieux humides sont super importants. Là, les changements climatiques, on en parlait, moi puis Claude, dans l'auto. Tantôt, tu sais, hier, c'était le gros smog, c'était super épeurant. Puis là, mais il faut se loger, il faut vivre quelque part. Puis en même temps, c'est vraiment de s'écouter puis d'y aller doucement puis de pas avoir une opinion trop tranchée, j'imagine, sur chacune des situations, tu sais. Comprendre, faut essayer de voir Ouais. le bon puis le mauvais côté. C'est ça. Puis, c'est sûr que si tu te réfères à il y a 2 ans et demi, où les gens, tu sais, ils ont acheté à des prix très chers, puis la construction, les matériaux, tout était cher. C'est pour ça que, Mais oui. que c'est devenu cher. Est-ce que ça, c'était une meilleure solution? Tu sais, probablement pas. Fait que c'est de trouver juste un milieu, d'essayer de voir si le prix des maisons est quand même intéressant, si on est capable de se le permettre, puis prendre le temps d'analyser tout ça. Ouais. J'ai une autre question. J'en ai plein de questions, mais je vais commencer par ici. En termes de plan d'affaires, pourquoi avoir choisi d'avoir ton équipe
plutôt que tout sous-contracter, par exemple? Parce que je sais qu'il y a des entrepreneurs en construction que c'est ça qu'ils font. Ils sous-contractent absolument tout, tandis que toi, ben, tu sembles avoir ton équipe de vente, de construction, de ci, de ça. Ou comment en es-tu venu à ce point-là? Puis c'est quoi les pour et les contre vite de même, selon toi? Ben, pour moi, je sous-contracte quand même beaucoup tout ce qui s'appelle les sous-traitants, par exemple, pour faire les travaux. Pour moi, ça, c'est un partage de risques. Okay. On pourrait vouloir tout faire. Je vais donner un exemple banal qui est, ben, c'est pas banal, mais les couvre-planchers. Tu fais ta maison, puis arrive une problématique X, puis c'est tes hommes qui ont posé ça, puis je sais pas, le plancher se met à gondoler, puis là, tu te dis, voyons donc, qu'est-ce qu'on a fait? Mais t'es pas spécialiste dans tout. À quelque part, tu te revires de bord, tu appelles ton sous-traitant, tu dis, écoute, on a un problème dans la maison, puis lui, il offre sa garantie, son expertise. Pour moi, au début, ça a toujours été ça, le partage de risques, puis de connaissances, puis d'expertise. Ensuite de ça, pour l'équipe interne, ben, là, on est vraiment comme gestionnaire, on s'occupe de tout. On s'occupe de vendre, on s'occupe du service après-vente, on s'occupe de la construire, la maison. Puis on est les yeux, on est chargé de projet qui valide tout ça en fonction de la cédule, qu'on suit la qualité, puis on donne la garantie, en fait. Fait que ça, c'est la façon qu'on fait. On travaille aussi avec des courtiers immobiliers. Tu sais, des fois, au lieu de prendre nos vendeurs, on va aller chercher un autre, on va dire expertise, mais un autre réseau pour vendre de nos maisons aussi. Puis, on a aussi nos hommes, qui sont des menuisiers, puis qui vont aller faire des projets spécifiques. Où là, on veut, je sais pas si on a fait des chalets à Eastman. Là, on a fait c'était plus loin, c'est 40 minutes à aller. Là, donc, on envoie nos gars qui ont plus le temps d'y aller qu'un sous-traitant qui est pressé, qui surveille son profit au bas de la ligne, tu sais. Fait qu'on joue un peu avec les situations différentes pour que ce soit le plus simple, le plus facile pour faire une belle qualité de finale. Rebonjour, c'est Christina de l'agence Nano. Aujourd'hui, je vous partage nos 4 outils qu'on utilise presque à tous les jours. Donc, on a Metricool, qui est une plateforme très abordable qui permet de programmer du contenu et de suivre les statistiques de nos pages sur plusieurs plateformes. Donc, de Facebook à TikTok à Pinterest, elle permet aussi de générer des rapports qui sont très jolis mais compréhensibles. Ensuite, on a InShot, donc qui est une application mobile qui permet de faire du montage vidéo. On peut aller assez loin dans les options de montage, mais on peut aussi faire des manipulations très simples, comme simplement ajouter de la musique à une vidéo. La version gratuite est un excellent départ. Ensuite, on a Klaviyo, qui est une plateforme d'infolette et d'automatisation par excellence pour les entreprises en e-commerce. Donc, vous allez avoir la possibilité de créer plusieurs parcours selon les actions de vos clients. On a gardé le meilleur pour la fin, donc notre préféré de tous les temps est Airtable. On l'utilise pour presque tout, donc pour la planification de stratégie, calendrier de contenu, tracking. C'est simple, c'est comme un Excel sur les stéroïdes. L'essayer, c'est l'adopter. Si vous voulez en savoir plus, regardez le lien en bio. Tantôt, tu mentionnais, tu sais, là, il y a des condos, des appartements, des maisons, des plus petites maisons, des à Eastman, tu sais, différents projets. Je pense que tout le monde, la plupart des Sherbrookois connaissent Bello, bâtisseur de patrimoine. Puis, tu sais, vos maisons sont répandues dans plusieurs secteurs. Comment est-ce que vous vous sais arrêté sur construire des maisons qui ont comme un rapport qualité-prix, je dirais, tu sais, comme famille moyenne, là, je sais pas comment on dit ça. Ben, mettons, tu sais, quand t'as 22 ans, puis tu te dis, OK, je suis prête à acheter une maison, tu dis, c'est sûr, je vais regarder Bello. Tu sais, t'as les sous. En fait, peut-être plus aujourd'hui, par contre, j'imagine que ça a changé avec le temps. Tout monte, là, mais mon point, c'est comment tu t'es arrêté sur le type de propriété qui se construit plutôt que soit juste des appartements puis des plus petites affaires pour un marché des gens qui ont un petit peu moins de sous, ou le contraire, construire des grosses maisons, tu sais, c'est quoi? Ou des chalets. J'ai tout fait les gammes. Mais ce qui m'anime le plus, ce qui, pour moi, dans mon profil là, de personnalité, c'est le retour sur investissement que j'aime beaucoup. Donc, quand j'ai commencé, les premières maisons, c'était 99 500. Eh boy! Puis, à ce moment-là, j'étais vraiment dans l'accès à la propriété. Ouais. Ça, en passant, je fais une petite parenthèse, c'est ce que j'adore le plus parce que les gens sont tellement reconnaissants. Là. Donc, ils achètent la maison, ils rentrent dans la maison, là, c'est excitant, c'est comme, c'est le fun. Parce que c'est le plus gros achat de leur vie, puis c'est un rêve. OK? Fait que j'ai commencé avec ça, 99 900, puis là, à tous les... Ça, c'était en 2007. À tous les 2-3 mois, on montait de 10 000.
109 900, 114 900, 124 900. Puis à chaque fois, les gens nous disaient ah, c'est cher, puis tu comprends, tu sais. Ben, recule, c'est ça. Fait que là, tu sais, aujourd'hui, j'ai repris 2 maisons. On a revendu à un couple de clients. Chacun avait son jumelé, qui avait payé, mettons, à l'époque, 99 000 ou 114 000, tu sais. Puis là, ils se sont mis ensemble, puis là, ils achètent une maison unifamiliale. C'est ce que je vous racontais tantôt. Puis là, on leur vend les maisons 320 puis 350. C'est la même maison qu'on a vendue peut-être 100, je connais pas le prix par cœur, mais 115 000. Oui, dans ce coin-là. Bon. Wow! Quel beau profit de plus-value, mais aussi ils ont remboursé cette hypothèque-là. Tu sais, théoriquement, ils arrivent avec chacun 300 000 pour acheter une nouvelle maison. Ça m'anime beaucoup. Dans les années subséquentes, ben, tu sais, on a fait beaucoup de ce marché-là. Puis à un moment donné, notre passion est embarquée un peu. Faire des belles maisons, des corniches plus larges, puis des plus grosses fenêtres. Puis là, ça a fait que les maisons, notre moins cher n'était plus 200 000 dans les dernières années, il est monté à 300 000. Puis aujourd'hui, à cause des prix des matériaux, il est devenu 400 000. Fait que là, actuellement, on est en train de dire qu'est-ce que le client il veut puis qu'est-ce qu'il peut se permettre. Parce que le 400 000, notre prix moyen actuellement, il est difficile. Difficile pour le client. Fait que là, on est en train de dire, bon, les grandes corniches, les grosses fenêtres, on peut-tu revenir à un petit peu le 300, 350? Fait que ça, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est plus de l'accès à la propriété, c'est plus comme la maison un petit peu plus de luxe, mais ce marché-là... La classe moyenne. La classe moyenne, c'est celui-là qu'on touche le cœur des gens puis qui disent « wow », puis qu'on peut faire le retour sur investissement le meilleur. Parce que tout le monde peut se le permettre, la plus-value va être là. Fait que, tu sais, moi, j'ai besoin de faire ça pour quelque chose, tu sais. J'aime ça faire des super belles maisons. J'en ai fait là, à 4-5 millions. Mais au final, j'ai pas eu la même gratification, valorisation que de livrer... De sentir ça. Une famille s'installe dans une maison Bello. Pour moi, ça a besoin de se parler, tout ça, tu sais, le cœur, puis la réalisation, puis la rentabilité de tout ça, autant la nôtre que celle du client. Moi, c'est un win-win tout le temps. Fait que c'est un peu ça qui nous fait choisir nos... de projet. C'est une grande réponse. C'est vraiment cool. Puis toi, justement, est-ce que... Comment tu navigues à travers le milieu de l'immobilier? Est-ce que tu as des immeubles? Est-ce que tu... Oui. Ben oui. Au travers Bello, il y a Bello Immobilier. Ça, on a peut-être une centaine de portes actuellement. Puis, dans notre plan d'affaires, c'est qu'on va en construire une centaine par année pour se monter un bon parc immobilier. Ça m'anime beaucoup, c'est le fun. À long terme, encore une fois, dans la famille, on veut dire, bon, on est propriétaire d'un parc immobilier de 500-600 portes, 1000 portes peut-être. Cool. Plus qu'on connaît ces gens-là aussi, plus qu'on va connaître nos clients de demain aussi. Mais oui. Oui, exactement. Puis là, je ne sais pas si vous êtes capable de nous donner la réponse, mais comme je l'ai dit tantôt, vous êtes dans beaucoup de secteurs. Est-ce que tu sais, par secteur ou overall, vous occupez à peu près quel pourcentage? C'est comme trop flou comme ça. Parce que, mettons, là, à Roqueforest, à Mis-Vallon, là, j'ai l'impression que c'est juste des maisons Bello, là. Comme moi, j'ai mon chum, il habite dans une maison Bello. Mais non, mais pour de vrai, moi, tu sais, j'ai 30 ans, puis on dirait que, tu parles des années où tu étais là, mais toutes mes amies, on dirait que se sont toutes acheté des maisons Bello en même temps, puis tout le monde s'achetait des maisons Bello. J'ai fait un webinaire la dernière fois, puis j'ai lancé mon objectif ultime. C'est qu'un habitant sur 4, une famille sur 4, habite une Bello. Wow! 25% quand même. C'est 25%. Ça, c'est un objectif ultime. Parce que quand même, on est plusieurs à Sherbrooke, là. Oui. Sauf que là, actuellement, je comptais ça en m'en venant, tu sais, puis tu m'avais posé la question vite fait. Je me dis peut-être 10 tu sais, ça semble pas beaucoup comme ça, mais on est plusieurs. Mais c'est énorme, là, franchement. Mais j'avoue que ça a l'air petit, mais c'est pas si petit que ça. Il y a quand même un beau marché. Mais quand même, on est 300-400 000 habitants, là, si je me trompe pas. Donc... J'aime ça quand vous dites que vous nous voyez partout. Ah, mais mon c'est Dieu, vrai. Oui. Puis tu sais, je connais quand même, on connaît bien les compagnies de construction parce que bon, tu sais, Cam, t'as beaucoup de contacts dans ce domaine-là. Moi aussi, quand même, plus par l'entrepreneuriat puis tout. Puis j'étais habituée de les entendre, mais Bello est au top de la liste, ça c'est certain là, c'est certain. Puis c'est vraiment cool. On aimerait ça être l'incontournable. Tu sais, si tu penses maison, tu penses Bello. C'est ça qu'on veut créer. Moi, c'est le même, ça marche dans ma tête. Ah, c'est bon ça. Non, mais c'est vraiment cool. Puis c'est super intéressant. Puis est-ce que vous développez à l'extérieur? Ah oui, tu as dit que vous développez un petit peu à l'extérieur de la ville. Allez-vous continuer à faire ça? Oui, surtout avec le plan de nature. Oui, c'est ça. Fait que là, nous, on est déjà à Quaticook, East Angus. On est à Eastman, Offord, Magog.
Fait qu'on on est en train de s'élargir un petit peu pour aller chercher, différentes clientèles, différents terrains, parce que les gens, quand même, tu sais, t'es une jeune famille. Je dis ça, mais c'est n'importe qui. Tu sais, tu veux un terrain, tu veux te mettre une piscine, tu veux... Fait que, tu sais, on veut quand même protéger ce secteur-là. Est-ce que vous construisez les mêmes maisons à East Angus qu'à Offord? Sûrement pas. Non, Offord, c'est différent. C'est des maisons unifamiliales. Puis, puis sur la montagne, tout ça, on essaie de faire le style un petit peu plus adapté à la nature. Exact. Puis il y a des petits sentiers piétonniers, tout ça. Donc on y va vraiment dans ce style-là. Tandis qu'à East Angus, c'est des jumelés. Fait que déjà là, on y va avec nos modèles un petit peu qu'on est habitué de faire. Puis c'est sûr que le marché là-bas est un petit peu moins élevé qu'ici. Fait qu'on essaie d'être le moins cher, le plus accessible possible. Oui. Fait que vous vous adaptez quand même à la région, là. Qui vous aide à faire... là, je dis ça, puis je le sais, puis j'ai jamais fait d'études de marché, là. C'est plus parce que je viens de l'Estrie. Mais mettons, comment vous faites pour déterminer les prix selon les régions? C'est bon. Première des choses, on y va avec notre feeling, non? Oui. Comment on appelle ça? La cédule. La cédule, oui. Non. Bon, première des choses, on essaie de voir en fonction du marché quel plan on va mettre sur le marché. Puis après ça, on le calcule, puis on essaie de voir, on a payé le terrain combien ça coûte, puis comment ça peut valoir. Puis on fait faire souvent aussi des évaluations professionnelles qui nous dit, ce secteur-là, même si ton jumelé, tu voudrais le vendre 800 000, tu sais, peut-être que maximal, ça va sortir à 300 000. OK. C'est un peu comme ça. Ouf! Fait que 100 000, 300 000. Non, mais c'est un excel. Ça peut quasiment être ça, dans le fond, dans les deux exemples qu'on a nommés. 800 puis qui s'achète à 300. Mais on dirait que maintenant, les valeurs sont tellement... Tout est fucké, là. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça, là, mais tu sais, il me semble qu'il y a un matin, là, pendant la pandémie, le bois, il montait 18 %. Tu te levais un matin, puis c'était plus cher que la veille, tu sais. Est-ce qu'il a fallu que vous ajustiez des coûts aux clients? Pendant la pandémie, pour les maisons, vous ne deviez pas avoir le choix. Comment... C'est qui annonçait aux clients? Vous avez monté à 400 à peu près. Ben oui. Ouais. Ça, c'était le fun quand on pouvait l'ajuster avant de le vendre. C'est ça. Tu sais, dans certains cas, on a été obligé de monter le prix parce qu'on était déficitaire. Ben donc, on a eu un projet de condo à Magog où on arrivait pour, supposons, tout le monde veut construire, connaître son coût, mettre une marge, puis faire un profit. Dans ce cas-là, à Magog, on perdait de l'argent, puis pas mal, tu sais. Fait que là, on n'avait pas le choix. On a rencontré tous les clients, il y en avait une trentaine. Puis on a expliqué, voici notre coût, preuve à l'appui, voici comment vous avez vendu. On est déficitaire. Donc là, on avait l'article, je crois que c'était l'article... My God, 9 ou quelque chose comme ça, dans notre contrat. Puis là, on pouvait aller chercher un certain montant justifié avec des preuves. Ça nous a fait bien mal au cœur, le client aussi. C'était pas le fun. C'était pas agréable. Tu sais, souvent, les condos, ils avaient pris tellement de valeur. Pour nous, ça faisait du mal. On voyait que le client, il avait payé 300 puis il en valait aujourd'hui 450 à ce moment-là. Puis nous, ça nous coûtait plus que ça. Il nous coûtait déjà, mettons, 350. C'est ça. Fait que, à chaque fois on pouvait pas faire ça parce qu'on aurait perdu de l'argent. Ils ont été compréhensifs. Certains ont cancellé. Certains ont continué. Puis aujourd'hui, on se dit tous qu'ils ont bien fait de continuer. Parce que le condo qu'ils ont payé, par exemple, 350 au lieu de 300, aujourd'hui, il en vaut 550. C'est ça. Ils ont fait une plus-value de 200 000. Au début, quand on les a passés de 50 000, ils n'étaient pas contents. Mais non. Mais au final, l'immobilier, c'est comme ça. Mais oui. Ça finit toujours par augmenter en valeur. Puis il faut prendre le temps de comprendre ça, puis de se lancer. Tu parles quand même beaucoup des valeurs, missions, tout ça de ton entreprise, ce qui est vraiment cool. Puis te connaissant personnellement, je sais que tu es vraiment une personne de famille, puis tu sais, tu as tes filles et tout, qui, tu sais, je pense que, je sais pas si les deux sont impliqués, mais je sais que Enya est impliquée dans ton entreprise et tout. Comment, justement, être un père a affecté ta carrière? Puis est-ce que tu as toujours été comme autant familial que tu l'es aujourd'hui? Tu sais, une évolution? Pour moi, toujours la famille, c'est important. Tu sais, c'est sûr que quand je disais au début, les nombreuses heures que j'ai passées avec des jeunes enfants, à l'époque, j'avais une femme qui me disait que je voyais moins souvent mes enfants, tu sais. Mais j'avais toujours l'impression d'être là pareil pour eux puis de vivre ce moment-là. Tu sais, moi, le moment que je préférais le plus, c'est quand ils se réveillaient dans la nuit, parce que bon, j'avais travaillé toute la journée. Oui, ils sont donc malades.
Puis là, tu sais, dans la nuit, je donnais un break à la mère. Puis, tu sais, j'allais bercer les enfants, je m'endormais avec eux. Puis ça, c'était les moments les plus gratifiants pour moi, tu sais. J'adore mes enfants. Puis pour moi, tu sais, qu'ils viennent dans l'entreprise ou pas, je vais respecter les deux cas. Mais le fait de savoir qu'ils veulent venir avec moi, ça, c'est quelque chose que j'aime au bout, tu sais, parce que je veux les voir le plus longtemps que possible. Parce que tout ce qu'on apprend dans une vie, tu comprends-tu, on est-tu obligé de le savoir à la fin? On peut-tu partager, on peut-tu coacher, guider, plus tôt que plus tard, tu sais. Oui. Moi, je raconte souvent à mes filles, j'ai 46 ans, je vais à l'école de Beauce, je vois un psychologue, un coach, organisationnel. Tu essaies de t'améliorer, de faire une croissance personnelle. Mais ça, pour moi, la famille, c'est un peu ça. J'ai peut-être pas été toujours le père qui était présent à 100%. Puis, de l'autre côté, je vais l'être le plus longtemps que possible. Mm-hmm. Si les filles veulent venir dans l'entreprise, puis ils veulent participer, puis ils veulent de moi, ils veulent pas me pousser dehors, ben j'aimerais ça être là pour vivre ça avec eux, les succès, les échecs, puis d'apprendre un peu ce que j'ai connu pendant toutes ces années-là. Je suis déjà rendu un vieillard. 46 ans, quand même. Hey. Toi, comment t'imagines ton avenir, justement? Est-ce que tu dois continuer à travailler très longtemps ou... Ben oui, parce que moi, j'aime travailler. Ouais. J'aime le dépassement de moi, j'ai la passion de ce que je fais. Puis, je rêve pas de prendre la retraite à 55 ans. Non. Moi, ce que je souhaite, c'est de peaufiner mon talent, si tu veux, puis de l'amener aux autres aussi. Je me vois encore à 70, 75, moi, aller au bureau. Pas tous les jours, tu sais, mais rentrer, puis faire acte de présence, puis régler un petit problème ou donner une petite solution. Venir les ralentir, dans le fond. C'est une blague. C'est une blague. Mais c'est juste que des fois, à un certain point, par exemple, des fois, c'est ça. Non, mais c'est vrai, genre, on dit des fois que l'élève dépasse le maître, puis j'entends quand même des entrepreneurs qui, quand ils arrivent à ces âges-là, là, plus comme l'âge de la retraite, mais que là, finalement, ils apprennent pas la retraite, ben ils niaisent parce qu'ils vont au bureau, mais finalement, tout ce qu'ils font, c'est comme ralentir un peu leur équipe en étant donné partout. C'est un peu vrai qu'ils ralentissent le groupe, tu sais. Mais comme j'ai vécu un peu avec mon premier salon, tu sais, moi, j'avais acheté avec un homme de 70 ans. C'est pas à la même vitesse, là. En fait, moi, j'avais 21 ans, là, Seigneur, ça marchait pas, là. Puis, tu sais, j'avais acheté avec sa fille de 50 ans. 55. Fait que là, j'étais comme... c'est pas pour rien que ça a planté, là. Tu sais, nos valeurs, là, comment on pensait, c'était tellement différent, là. J'imagine. Ouais, c'est sûr qu'entre 70 puis 21, il y a une petite... Ben, quand même, de mindset aussi, de mindset, quand même. Ah, mais ça, c'est vraiment cool de rester impliqué longtemps. Ben oui. Tu sais, je rêve d'une business de 100 ans, tu sais. Ben là, je la verrai pas, là. Mais tu sais, quel âge, là? Ben, mettons, peut-être 18 ans. Ah, mais 18-20 ans, mettons, on va avoir 20 ans, là. Bon. Fait que, tu sais, il en reste 80. 80. Ben, tout est possible, mais je pense que... Plus longtemps que je reste, mieux que je vais me sentir, tu sais, de le voir aller. Puis une fois que, bon, par exemple, les filles veulent prendre le relais, puis que, moi, tu sais, le rêve, c'est... Je suis là, les filles sont là, leurs enfants arrivent. Oui. C'est ce qu'on va suivre. Ça, c'est comme, les 3 générations. Bon, j'ai coché ça, c'est beau, je peux m'en aller à la retraite. Ça, comme si c'était... Check! Non, mais c'est un bel accomplissement. Je m'excuse. C'est quand tu as commencé à rêver à ça, l'entreprise familiale, parce que tu disais qu'au début, c'était comme, je fais un jumelé parce que j'achète un terrain. C'est-tu comme après une couple d'années que là, tu as dit, hey, c'est hot, qu'est-ce qu'on bâtit, puis j'ai envie de passer le flambeau? Ou c'est dernièrement avec ton virage? Ça fait longtemps que ça dure quand même, tu sais, c'est quelque chose qui est fort dans moi, la famille, tu sais, tu comprends, on est tout le temps ensemble, tu sais, on est capable de compter un sur l'autre, puis c'est fort ce lien-là, tu sais, puis je me dis, mon Dieu, que j'aimerais ça avoir ça. Ça fait des années que ça dure, tu sais. Le fait que ma plus vieille Enya est venue travailler chez nous, ben j'aime ça voir ça, tu sais. La plus jeune, elle dit, OK, j'aimerais ça regarder commencer les ventes, ça me parle beaucoup, tu sais, mais en tant que père, de l'autre côté, tu ne veux pas forcer tes enfants à avoir ce choix quasi obligatoire-là, tu sais. Mon rêve, c'est qu'ils soient heureuse, qu'on dit. Puis, s'ils décident de faire autre chose, moi, je respecte ça à 2000%, tu sais. Puis, je vais les accompagner, supporter aussi, s'ils veulent encore, dans d'autres choses, tu sais. Puis, que ça va me faire mon bonheur aussi. Fait, c'est un peu ça.
Non, mais je pense que, tu sais, en tout cas, moi, de ce que j'ai entendu dire, mettons, je sais pas encore une fois pour Maëlie, mais je sais que Enya, elle a vraiment l'air de vouloir s'impliquer dans ton entreprise. Puis c'est vraiment cool. Puis je me dis que pour un parent entrepreneur, en tout cas, moi, je sais que c'est comme ça que ma mère se sent, de savoir que ton enfant veut faire le même métier que toi ou même veut s'impliquer dans ton entreprise, je pense que ça fait vraiment du bien parce que je sais qu'en tant qu'entrepreneur avec des enfants, vous faites beaucoup de sacrifices. Puis des fois, c'est difficile d'avoir l'impression que vous priorisez peut-être pas toujours vos enfants, même s'ils sont votre priorité numéro 1. Puis là, quand tu vois que ton enfant, finalement, il veut pareil être avec toi dans ta business, c'est comme, OK, là, j'ai pas brisé mon enfant. Ben, un peu comme James, mon fils, il me dit qu'il voulait, en tout cas, il va s'inspirer de mon chum pour les activités, pour moi, pour le travail, son père pour la santé. Puis il disait qu'il voulait se faire un hôpital vétérinaire avec un... Mais là, juste le fait que ils veulent s'inspirer de moi pour le travail, je suis comme ouf, ben comme tu dis, c'est comme un soulagement de je l'ai pas trop fucké en travaillant 100 heures semaine, puis c'est ça. en le faisant garder par les grands-parents puis tout ça, puis fait que non, vraiment. Ça a été quoi pour toi ton plus grand défi entrepreneurial? C'est une bonne question. Ouais, c'est une bonne je l'avais question. pas mis sur la liste. Non. Ben, mon plus grand défi entrepreneurial, bizarrement, c'est maintenant. Tu sais. Ah ouais. Je suis en train de passer un peu, ben pas un peu, beaucoup mes responsabilités dans construction, Christian Bello, mettons Bello Construction, à un directeur général. OK. Fait que pour moi, c'est comme un peu, c'est mon bébé, c'est moi qui l'ai construit, je suis habitué de tout faire. Puis là, c'est un peu de passer le flambeau, si tu veux, mais c'est très, très difficile d'arrêter d'être dans l'opération, puis sortir de là, travailler sur l'entreprise, être dans la stratégie, alors que tu es habitué de voir ton client, tes employés ou de participer à ça. C'est comme un sevrage qui, pour moi, c'est le plus dur moment que j'ai jamais passé de ma vie. C'est sûr. Ouais. Puis ça ressemble à quoi maintenant, toi, ton quotidien, en prenant ce pas de recul? Ben, mon quotidien, c'est vraiment comme le développement, la croissance, la stratégie. Depuis, bon, ça fait pas si longtemps, depuis 3 semaines, je suis à la maison. Oh. Pas parce que j'arrête de travailler, mais parce que je travaille différentes choses. Je suis en train de travailler sur le groupe Bello, si tu veux. On est en train de penser au futur. Tu sais, c'est d'être 5 ans d'avance. C'est pas comme d'être dans le moment présent puis de trouver toutes les occupations. On est chaud, ça marche. Fait que, tu sais, mes occupations sont ça. C'est vraiment c'est de travailler sur le rêve, c'est travailler sur la grande stratégie. C'est à développer aussi. Tu sais, on se souvient, ce gars qui commence, fait son premier jumelé. L'idée, c'était pas de dire, bon, ben moi, je vais faire une entreprise. Donc, je suis en train de rêver à ça. Si j'avais une belle entreprise familiale, tout ça, je la rêverais comment? Mais c'est ce que je fais actuellement. Puis, tu te sens comment là-dedans? Parce que, tu sais, il y a des entrepreneurs qui sont à fond dans le tapis, ils veulent constamment rester dans les opérations. Mais mettons, moi, quand je me projette dans mon futur, je me dis que ça doit quand même être le fun avoir ton entreprise qui roule un peu sans toi. Tu sais, que tu puisses prendre ton pas de recul, un peu comme toi, tu vis en ce moment. Est-ce que toi, t'es bien avec ça? Est-ce que tu dois justement... Même si tu veux pas prendre ta retraite tôt, tu dois-tu avoir justement l'entreprise qui roule, y aller 1-2 fois semaine, puis pouvoir rester à la maison faire tes projets ou? Oui, mais je me suis rendu compte que si tu veux pas être dedans, ben il faut que tu vois un peu le chemin qu'ils vont suivre. Okay. Fait que pour moi, ça, c'est un nouvel apprentissage de dire, OK, bon, on a voté qu'on allait faire 50 millions de chiffre d'affaires cette année, on va vendre 150 maisons. Tu peux pas juste dire, OK, c'est ça. Il faut que tu dises, OK, c'est quoi un peu ton plan? Puis pour être bien, ben il faut que tu sois réconforté. Il faut que tu sois en confiance. Fait qu'aujourd'hui, on est en train de travailler sur un plan, puis de dire, OK, ben je m'en vais passer par là, voici mes étapes. T'sais. Il y avait un coach que j'ai eu qui me disait souvent, si ton enfant s'en va à New York, ta fille, ta prunelle de tes yeux, c'est ça. elle dit, je m'en vais à New York, puis 3 jours de temps, puis OK, parfait, tu y vas avec qui? Bon, je vais pas checker ça, des gars, puis ah ouais, parfait, vous y allez avec quel auto? Ben, le char du gars, puis vous passez par où? On ne sait pas, tu sais. Mettons qu'elle dit ça, c'est un peu inquiétant. Ouais, c'est ça. Ben, si elle dit, hey, je vais avec mes 2 amis que tu connais, une telle, on prend la voiture de celle-là, notre chemin c'est là, on dort à tel hôtel, puis tout est planifié, tu dis, ah, regarde, c'est correct, tu sais. Fait que pour moi, c'est ça, c'est d'être bien avec ça, sans être dans les bottes puis dans les souliers de tout le monde. Fait que je suis en train d'apprendre à être bien là-dedans, mais pour ça, on a besoin d'un plan, d'une façon de faire. Puis tu suis, tu regardes ça, comment ça va dans ton objectif, ça va bien, ouais, mais tu avais dit que tu ferais ça. Puis là, tu l'as pas fait. Fait que là, tu peux juste aller apporter un petit peu.
Fait que pour moi, c'est différent. Il faut que j'apprenne à travailler dans ce sens-là. Ouais, t'aimes-tu ça jusqu'à présent ou? J'aime tout ça. C'est de l'apprentissage beaucoup. Pour se donner la chance d'aimer ça, il faut vraiment que j'aie un bon plan. Ouais. Pour moi, je viens un peu de le comprendre. Ça fait 7 mois qu'il y a un DG chez nous. OK. Puis, je me suis visiblement rendu compte que ça m'a pris du temps de sortir de l'opération. Tu sais, tu veux, mais on dirait que c'est comme difficile, tu sais, t'es habitué d'y aller. Là. Quand t'as travaillé 100 heures semaine toute ta vie, là, des fois, t'as le goût de juste de... Ben, je vais le faire. Tu sais, t'as le goût de faire à la place de tout le monde au lieu, probablement, là, tu sais. Je vais le mettre mon sac à clous, je vais aller parler à tel sous-contractant, peut-être plus dans ton cas, mais là, il faut que t'apprennes à déléguer, puis à... Ouais. La vitesse aussi, dans les opérations versus de penser à ta stratégie, il faut que tu prennes vraiment un pas de recul puis descendre ta vitesse beaucoup, j'imagine, dans ton quotidien. Ce qu'il dit, c'est quand tout seul, ça va plus vite. C'est ça. Ensemble, ça va beaucoup plus loin. Oui, exact. Tu es capable de... Ben pour moi, c'est de l'apprentissage. Ouais. Et ça, j'aime ça parce que ça fait partie d'une croissance. Tu sais. Bon, je suis capable de le faire, l'opération, ça, c'est réglé. Tu sais. Ouais. Bon, maintenant, tu veux-tu t'élever un peu puis de voir les choses différemment. Mais entre l'aimer puis apprendre, je suis encore là-dedans. Tu sais. Je suis encore en train de voir comment m'ajuster là-dedans. Non, c'est vraiment cool. Ça me fait penser un peu à quand toi, Camille, elle a pris il y a quelques mois un genre de pas de recul comme ça, tu sais, comme étant, elle a un centre de coiffeur, comme elle a mentionné, puis étant coiffeuse, c'était vraiment hands-on, tu sais, puis elle a sa clientèle fidèle. Puis, ben là, je parle pour toi, là, mais je pense qu'il y a quelques mois, elle a décidé d'arrêter de coiffer pendant quelques semaines. Puis Je l'ai pas fait. ça l'a déstabilisé bien raide, là, tu sais, mais tu voulais te concentrer sur l'administration, mais t'as pas été capable, tu sais, t'as trouvé ça difficile. Fait que c'est pour ça que je te questionnais à savoir, toi, comment tu le vis de prendre ce pas de recul-là, d'être un petit peu moins hands-on, mais de travailler sur la vision, comme tu dis. Mais je te comprends parce qu'à un moment donné, tu te dis, ben, il me semble que je suis pas là pour eux autres, tu sais. Tu te sens inutile, tu te dis, voyons donc, ils sont en train de faire ce que moi je devrais faire, puis c'est mon nom sur la pancarte, puis, tu sais, le fait de se détacher de tout ça, c'est le feeling qu'on a souvent. Moi, c'était plus de pas être dans la gang. Ah ouais? Tu sais, là, j'étais comme, mais là, je suis pas là chez nous, puis là, je pense, puis là, hey, tu sais, là, des demandes gouvernementales, là, moi, tu sais, c'est gratifiant, là, tu fais une cliente, elle aime ça, c'est beau, elle est heureuse pendant 3 mois de temps. Genre, à chaque fois, t'as une gratification. Tu sais, comme toi, tu vas à une maison, t'as une gratification à chaque fois. Là, t'es chez vous, puis tu vois pas le résultat. C'est ça qui est le plus difficile, je pense, peut-être, là. C'est totalement difficile parce que t'es plus dans l'action, tu sais. C'est ça. T'as un autre type d'action. C'est ça, puis il faut que tu apprennes à la naviguer. Puis quand t'as juste connu le travail, puis de travailler fort, je sais pas si toi, c'était tes valeurs quand t'étais plus jeune, tu sais, on a tout appris faut travailler fort pour avoir ce qu'on veut, mais là, t'as l'impression de pas travailler fort. Tu sais, un peu, moi, c'était une dualité aussi de pas travailler fort puis de me verser quand même un salaire. Est-ce que tu te sens comme ça, toi? Ou pas tant? Non, parce que je travaille encore fort. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais ce feeling-là. Je savais pas où travailler. Je savais pas où m'aligner. J'avais besoin de coach. Là. J'étais pas assez bien entourée. C'est une question de structure aussi. Là, genre, j'ai fait ce parallèle-là, mais en même temps, vous êtes à différents points dans votre carrière. Complètement différent. C'est normal que, tu sais, toi, justement, t'as littéralement passé le flambeau-ish à un directeur général. Tu sais, toi, tu prenais un pas de recul, mais tu passais pas le flambeau à personne. T'arrêtais juste d'être hands-on. De coiffer seulement. Fait en tout cas, c'est différents défis, là, mais... Je suis conscient que c'est même pas un doute. C'est la méthode de faire. Puis je suis content d'avoir fait ce move-là. Puis c'est intéressant. Mais c'est juste la transition. C'est comment le faire puis comment être bien là-dedans. Autant de son bord à lui que du tien. Tu laisses les rênes à quelqu'un de ton entreprise que tu es habitué de le faire de telle façon. Fait que là, il va arriver puis il va avoir des petites façons différentes. Tu files comment avec ça, tu sais. Ouais. Ça doit être dur. Là. Moi, ça, j'ai pas vécu ça pantoute. Faut que tu t'ajustes. Tu te dis, OK, ben l'important, c'est les résultats. Es-tu bien fait? Ouais, parfait. Bon, c'est correct. C'est ça. Mais tu sais, au début, c'est pas demain qu'on fait ça, c'est pas qu'on fait ça. C'est sûr. Fait que tu joues à ça un peu, tu sais. Ben, ça passe. C'est sûr, ça fait seulement 7 mois. Tu sais, une transition, ça peut prendre 1 an, 2 ans, tu sais. Ah ouais, totalement. Là, tu as mentionné rapidement les résultats, tu sais. Puis, on n'a pas beaucoup parlé de tes employés en tant que tels, puis ta culture d'entreprise, si je peux dire ça ici, parce que tu as quand même 45 employés, c'est beaucoup. Il y a des émotions, il y a de la gestion de tout. Bon, j'imagine qu'il y a plus de gars que de filles dans une compagnie de construction, mais quoique, tu dois quand même avoir beaucoup de filles aussi, comme aux opérations. Je sais pas, je dis ça de même, mais... Quand même beaucoup de filles. Ouais, hein? OK, bon. Comment ça, tu l'as vécu? Est-ce que t'es un gars qui aime les RH? Est-ce que ça te fait chier, mais raide? Tu sais, comme... c'est vrai! Non, mais c'est vrai, là, tu sais, comment tu vis ça? Ben, tant que c'est pas ma spécialité. OK.
Tu sais, moi, je rentre au bureau le matin, j'étais un battant, j'étais un travaillant, Ouais. tu sais, je suis focus. Tu sais, j'ai appris beaucoup à connaître, ça m'a aidé beaucoup là, à apprendre les couleurs, tu sais, dans les Oui, tests de on adore personnalité. les couleurs. Bon, C'est quoi T'es ta quelle couleur? couleur? Ouais, attends, laisse-moi voter. Jaune, moi, je pense. non, Rouge? rouge-bleu. Rouge, Ah, bleu? ouais! Oh my God! Donc, tâche, Ouais, défi, c'est ça. dépassement, tu sais. Pour moi, c'est ça qui est important. Ouais. Fait que je vous donne un exemple, une anecdote. Je rencontre quelqu'un dans le corridor, puis je suis tellement concentré dans ma tête. Je suis en train de faire un tableau, je m'en vais à photocopieur, je vais chercher quelque chose. Je rencontre la fille, je dis pas allô, elle est jaune, illuminée. Oui. Elle me dit même plus. Il est en maudit après moi. Mais moi, j'ai pas vu ça. Là. Ah. Je retourne à mon bureau, je travaille, tu sais. Fait que j'ai fait ça pendant des années. Je rentre dans un bureau, moi, je suis le rouge, bleu. On va voir la comptable, elle est verte. Je rentre là, wouh! Ah, ouais. Peux-tu me donner ça? Je l'ai gelé, là. Tu sais comment tu elle, là, elle en a pour 3 jours à s'en remettre. Là. Ouais. Mais là, avec les nouvelles façons de faire, je rentre dans son bureau. Allô, comment ça va? Ouais. C'est ça. Tu m'es occupé? Bon, ça va. Parfait. Hey, écoute, j'aurais vraiment besoin qu'on regarde ça ici, tout ça. Je pense que tu peux me faire ça dans un délai qui est raisonnable, tu sais. Oh, je vais te faire ça tout de suite. Tac, tac, tac. Alors que si j'avais dit je veux ça tantôt, là, elle paralysait, tu sais. Fait que, est-ce que je suis bon avec les RH? Non. C'est pas ma force. C'est un essentiel aujourd'hui. On va apprendre à travailler avec ça. Fait que de mon côté, je délègue beaucoup ce volet-là. OK. Puis, tu sais, on blague avec ça à la maison. Enya, c'est ce qu'elle veut faire. Elle veut étudier en RH à l'université, puis elle veut venir prendre soin des gens. Carry un peu, tu sais, puis de voir... Tu sais, elle me dit, des fois, tu sentais pas ce qu'il vivait, tu sais? Non. Tu sais, je suis comme très difficile à ce niveau-là parce que je suis focus sur mon affaire, tu sais. Puis moi, ben, je regarde le chantier qui est là, ça va travailler là. Fait que ça a été comme pour moi beaucoup d'apprentissage. Aujourd'hui, par le fait que je connais plus moi-même, comment je suis faite, quand je connais plus les gens, tu sais, à chacun des bureaux, on a mis les couleurs des gens. Puis les gens étaient, moi je dis ça comme ça de moi, mais les gens étaient aussi dans cette difficulté-là de compréhension. Ben oui. Prends le temps de, tu sais, une jaune, prends le temps d'y demander comment ça a été sa fin de semaine, comment ça va, puis bon. Puis l'autre, ben, tu vas voir, la jaune va voir, mettons, le genre de bleu à côté, bon, ben, structure-toi un peu. Ouais, Fait que faut que tu t'ajustes un peu. Fait qu'on travaille avec ça. Pour moi, c'est une belle nouvelle réalité. Mais aujourd'hui, il faut vraiment être bon différemment avec les employés, être imaginatif, créatif. On veut le faire, mais ça vient pas naturellement pour moi. Mais c'est un domaine aussi où, tu sais, je veux dire, là, moi, on dirait que les chantiers de construction, ça se crie après. Les sous-traitants, faut que tu sois sévère, faut que tu les watch tout le temps. Ils font n'importe quoi. Tu sais, comme, ben non, c'est pas vrai. J'ai vécu une mauvaise expérience de construction pour mon nouveau salon. Puis c'est comme s'il faut toujours que tu sois dans le culotte. Puis il faut que tu le parles comme eux te parlent quasiment. Puis c'est encore une réalité, ça, dans la construction? Parce que là, mon chum, il essayait de me coacher, puis j'étais un peu pas coachable. Là. J'ai fait des erreurs, puis là, il était comme, faut que tu le parles comme eux te parlent pour que ça rentre dans leur tête. Tu sais, comme, non, c'est à 3 pouces 3 quarts, c'est à 3 pouces 3 quarts, parce que sinon, lui, pour cheater, il va le faire d'une manière et tout. Faut-tu se parler de manière rough, puis intense, puis crier après le monde pour qu'ils comprennent encore sa construction aujourd'hui? Non. Non, OK. Non, mais tu sais, faut faire attention aujourd'hui. C'est ça. Il y a tellement de manque de main-d'œuvre. Si ça ne fait pas ici, ça fera ailleurs. Hein, c'est comme. Il faut vraiment s'ajuster. Le respect est à prioriser là, plus que crier après les gens. C'est ça, on dirait que dans ma tête. J'imagine que c'est différent entre quand tu contractes avec une équipe boboche, puis quand t'as ton équipe, les gens avec qui t'es habitué de faire affaire, qui connaissent son protocole, qui connaissent la cédule, puis qui savent où est-ce qu'ils s'en vont. Tu sais, toi, tu dis là avec des gars, parce que elle arrivait à 7h le matin, elle est en train de boire de la bière en bédaine dans son salon. À 7h le matin, un samedi matin, ça buvait de la bière en bédaine, puis ça fumait des clopes dans mon local. OK. C'est sûr que t'arrives, t'as pas trop envie de dire hey, s'il te plaît, je te demande pas de Mais le gars, il était complètement saoul, là, je veux dire. C'est sûr que là, j'étais comme... J'ai dessiné à terre ou faire la porte, il l'a fait l'autre bord. En tout cas, ça... J'ai vécu une histoire qui a pas de bon sens, puis là, en tout cas, c'était... Moi, je suis plus dans... C'est ça. Au lieu de crier après... Mais j'ai pas crié après personne, en fait. J'ai juste appelé mon contracteur, puis il était comme... T'es as-tu sorti? Je suis comme, mais c'est pas ma job de sortir, là. Faut-tu le crier après? Faut faire quoi, là? Comment qu'on sort des gars en bedaine? Ouais, c'était peut-être pas la meilleure affaire non plus. Non,
C'était une situation particulière, là. Plus porté sur le respect, tu sais. C'est ça. Plus l'engagement, tu sais. Donne-y toi-même ton engagement, tu sais. On va être là, on va être présent. Mais tu sais, toi aussi, je m'attends que tu donnes du tien, tu sais. Fait que ça, c'est plus que ce que nous, on priorise chez nous, là, pour que ça aille bien, tu sais. Non, c'est ça. Ben, ça, c'était plus à ton contracteur de gérer. C'était une histoire en particulier, là. C'était vraiment pas comme tout le temps, mais on dirait que dans ma vision de la construction, ça se parle fort, puis c'est très direct. Fait que c'est très rouge et bleu aussi. Ouais. C'est sûr, c'est chantier, bon, on s'entend, ça. Bon, les distances. Hein. Ouais. Amène-moi devant. C'est ça. Ouais, non, mais en même temps, justement, encore une fois, on le voit que la culture que vous avez bâtie, elle est, comme tu dis, il y a du respect, tout ça, puis ça, c'est très bien quand même, parce que, tu sais quand même de quoi tu parles, parce que ton chum travaille sur un chantier. Fait que la réalité que tu partages en ce moment, elle est réelle sur certains chantiers, puis dans certaines entreprises, mais clairement, dans la tienne, Christian, c'est pas comme ça, puis ça, c'est vraiment cool, parce que tout le monde mérite de se faire respecter, puis si tu veux maintenir ta... Ouais, en tout cas... Avoir une bonne rétention. Une bonne rétention d'employés, comme tu dis, ça n'a pas besoin d'être du donnant-donnant, puis eux, il faut qu'ils se sentent valorisés, respectés, puis qu'ils sentent qu'ils ont leur place là, puis la meilleure façon de faire, il n'y a pas personne de parfait, tu sais, il y en a beaucoup de leaders pour qui c'est un peu plus difficile les ressources humaines, tu sais, mais en même temps, toi, ben, moi, je te vois comme ça, mais c'est peut-être différent en business, là, mais t'es gentil, tu sais, puis peut-être que des fois, t'es bête avec quelqu'un parce que t'as juste pas le temps de demander comment a été son week-end, mais tes intentions sont bonnes, puis la personne devrait le savoir, tu sais. Exact. Mais c'est tough des fois, là, genre, mettons, moi, je le vois beaucoup avec ma mère, justement, parce qu'elle est très au tac avec ses employés, puis parce que des fois, je le dis, mais des fois, je la suis dans une journée, puis je la vois parler au monde, puis elle est fine, là. Moi, je sais qu'elle est fine, mais quelqu'un arrive avec une bonne idée, puis comme, ça marche pas. Puis, bye! Oh non! Puis je suis comme, OK! Tu sais, puis comme une je suis comme, peut-être que ça y a fait de la peine, puis comme, oui, mais tu sais, Claude, j'ai pas le temps, là, de genre demander si ça est correct, là, tu sais, en tout cas. Ben, c'est ça, tu sais. Ben, moi, je pense que ce que je dis souvent aux gens, puis pour moi, ça m'a parlé beaucoup, là. Tu sais, est-ce que tu es bien dans ton travail? Pour moi, les RH, maintenant, c'est un peu ça. C'est qu'ici, tu sais, je vous ai parlé de novembre 2021, où là, j'étais plus bien, tu sais. Je me disais, je me promène dans les corridors, puis j'ai de la misère à échanger ou faire mon travail. Là, je me dis qu'il faut que j'y aille voir ce qui se passe à l'intérieur. Fait que là, souvent, une personne, mettons, qui chiale sur son travail, chiale que l'autre n'a pas fait ci, puis n'a pas fait ça. Tu sais, est-ce que dans ton travail, est-ce que tu es bien? Est-ce que tu aimes faire ce que tu fais? Est-ce que tu es sur ton X? Est-ce que si tu développes ta passion? Parce que si tu chiales à tous les soirs sur ton travail, c'est pas la faute de ton travail. Non. Ben, tu sais, je veux dire, c'est pas la faute de ton boss, parce que toi-même, tu fais ton propre bonheur, tu sais. Fait que tu as le choix. Soit que tu t'habitues dans ton travail, soit que tu demandes un autre rôle dans l'entreprise, ou soit que tu donnes ta démission puis tu dis, écoute, moi, ça fait plus ici, je vais m'en aller faire autre chose. Parce que si t'es comptable, faut t'aimer la comptabilité. C'est ça. Si t'es estimateur, faut t'aimer estimer. Si t'es vendeur, faut t'aimer vendre. Fait que si ça te fait pas triper, puis t'attends de quelqu'un, ton bonheur, tu l'auras jamais. Tu comprends-tu? Fait que pour moi, quand je rentre le matin, c'est ça que j'avais réalisé, c'est que j'ai une équipe de 45 personnes, mais s'ils m'attendent, puis moi, j'ai pas l'intention, je m'en vais faire mes affaires, ben ça a créé un clash énorme, tu sais. Donc, maintenant, j'ai un directeur, mettons, général, puis entre moi et eux, ben, tu sais, il y a quelqu'un qui est capable de s'en occuper, puis ça, il faut que lui soit bien pour faire ça. Tu comprends-tu? Fait que chaque rôle dans l'entreprise, pour que ça y aille bien, à mon avis, il faut que la personne soit à la bonne place. Tellement, il faut qu'elle trippe à faire ce qu'elle fait. Ça change tout. Mais tellement, là. Tu regardes pas quelle heure qui est tout le temps parce que tu as hâte de finir, tu sais. Tu regardes ton heure parce que j'aime ça, faire ce que j'ai à faire. Je suis pas sûr d'avoir le temps avant 4h30, tu sais. Fait que tu veux te dépêcher. C'est l'inverse d'attendre que 4h30 arrive. Non, ça, c'est l'idéal. Clairement, tout employeur souhaite que ses employés se sentent bien dans son entreprise. Là. Je suis bien d'accord avec ça. Vraiment. Merci beaucoup de ton partage, Christian, aujourd'hui. C'était vraiment intéressant. Puis j'ai adoré plonger dans ton entreprise. Puis surtout, ce que je trouve qui ressort, c'est la belle culture, la mission, les valeurs que tu as bien pris le temps de définir après quelques années. Puis c'est vraiment cool, ça paraît, ça se dégage vraiment. Puis on est vraiment reconnaissante de t'avoir reçu. Merci beaucoup. Fait que, merci, puis on te souhaite une belle journée. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Cette saison de 36-24, le podcast est propulsé par Sismic Culture d'Impact.